La famille, depuis Paris, Adama Daïko utilise un peu d'humour pour dire ses 4 vérités à Alassane Ouattara et au RHDP. Ah, les gens n'ont plus peur. Hein. Écoutez très bien, les gars. Vous savez, je me rappelle très bien un des ministres de la République, un juriste de formation, nous avait dit qu'une personnalité ne pouvait pas briguer un autre mandat selon certains articles. Et le même est revenu pour dire que non, c'est une question d'interprétation. Sinon, il peut, s'il le veut. Bon, généralement, nous avons l'impression, nous qui n'avons pas fait des études juridiques, on s'est dit que l'application de la loi, il y a vraiment beaucoup d'interprétations qui entourent, n'est-ce pas, certains mystères. Et moi, je demande tout simplement qu'on éclaire avec des termes, je vais dire simples et précis, l'opinion, afin que ça ne crée pas une confusion dans les esprits. Moi, je l'ai dit, hein, qu'on ne fait pas de passe en politique, c'est ce que les gens disent. Mais nous, au Dromican, faire la passe, bon, c'est comme si c'est un jeu. Non, faut pas donner des pénaltys même, qu'on appelle ça. Lorsque vous dites ça, vous voulez dire quoi? Le président Laurent Gbagbo lui a fait la passe au président Alassane Ouattara. Non, mais c'est ce que les gens disent. Que ça, c'est Gbagbo même qui a signé pour que le président Alassane Ouattara soit candidat et où il est président de la République. Il est en train de gérer le pays comme il le sent. Bon, moi, j'ai dit non, ça là, c'est pas passe. Passe là, on connaît. Parce que passe là, tout le monde joue au football. C'est penalty même, il a donné. Et quand il a donné le penalty, mon Dieu. Vous avez vu comment il a tiré le penalty? Quand il a tiré le penalty, non seulement il a marqué, mais ça a déchiré le filet. Donc, en football, que ce soit coup franc, il faut éviter. Que ce soit penalty, là même c'est trop compliqué. Mais à plus forte raison, faire la passe. C'est-à-dire, enfin, même mais est-ce qu'on devait l'accuser d'avoir donné ce penalty? Non. Pour nous qui avions vécu ces moments-là, vraiment, comme on le dit, le président Gbagbo il avait une forte pression. Une pression sur le plan national et sur le plan international. Moi-même, je pensais même que la communauté internationale, je pensais que c'était un pays spécial. Communauté internationale. On dit non. La communauté internationale, c'est tous ceux qui parlent dans notre affaire, des institutions et tout, mais qui ne sont pas dans le pays, qui sont hors du pays. Il dit, ok, d'accord. Donc, il s'est dit, bon, écoutez, il faut qu'on aille aux élections un jour, il faut qu'on ait la paix un jour. Donc, il a pris son stylo pendant 5 minutes, avec Thabo Mbeki, qui lui parle anglais, le président Ouattara parle anglais, le président Gbagbo lui parle français. Donc, les deux, il y a un qui a servi d'interprète, ils ont rédigé le texte, ils ont signé. Et puis bon, pour lui, il a cru que ça allait ramener la paix, la quiétude. Et effectivement, ça a pesé, je veux dire, les tensions, puisque nous sommes allés aux élections. Il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. C'est le deuxième tour où, jusque-là, bon, il est difficile de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et puis bon, là, en 2025, on a certainement une autre élection et on n'aimerait pas revivre ces mêmes réalités-là. Et l'opinion nationale, bon, internationale, là, je ne sais pas, mais il y a une opinion qui souhaite que le président Ouattara fasse la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'il prenne son stylo là pour signer, pour dire, bon, écoutez, pour la paix, que tout le monde se présente. Et je reviens donc à l'adage qui dit qu'on ne fait pas de passe, on ne fait pas de crochet intérieur-extérieur pour donner la balle à l'adversaire. Mais avant de parler de cette communauté internationale dont vous parliez, qui est déclinée quand même par des institutions comme l'ONU, la CEDEAO et certains émissaires, ces temps-ci, il y a un balai, en tout cas d'émissaires internationaux en Côte d'Ivoire pour justement, on va dire, vous avez parlé de pression tout à l'heure, pour faire entendre raison quelque part au président Alassane Ouattara. Quant aux demandes de l'opposition, est-ce que vous pensez que ces émissaires-là seront entendus? Je crois qu'il y a eu déjà quelques émissaires qui ont effectué des missions en Côte d'Ivoire. Il y a même eu une association, je crois, d'anciens chefs d'État, conduite par les Elders, oui. Conduite par l'ex-président du Bénin, Yahi Boni. C'est ça. Et moi, personnellement, j'ai salué cette démarche. Pour nous, nous disons que toute démarche qui concourt à faire amener la paix, à discuter avec les autorités, les dirigeants, que ce soit du parti au pouvoir comme de l'opposition, moi, je me dis qu'il faut saluer ce acte-là. C'est très important pour un pays qui a connu, n'est-ce pas, une élection difficile par le passé. Maintenant, quand ils sortent de cette réunion, le discours qu'ils tiennent devant la presse, est-ce le même discours qui s'est tenu à l'intérieur? Parce que, généralement, quand ils viennent, quand ils repartent, bon, on ne constate pas trop, n'est-ce pas, la prise en compte de leur avis ou de leurs recommandations. Donc, chaque État, en fonction de ses intérêts, applique ou n'applique pas. Voilà. Je voulais relancer sur un fait. Lorsque vous parliez tout à l'heure, vous avez dit, il y a eu cette décrispation en 2010, on a vu qu'il y a eu un premier tour qui s'est bien passé. Le second tour, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une crise post-électorale. Vous qui étiez candidat, vous qui étiez dans le secret des dieux, si vous deviez vous prononcer sur cette échéance de 2010, surtout dans sa dernière phase, qu'est-ce que vous diriez? On a cru participer à une élection de sortie de crise. Ça,
je le dis en tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles, on s'est beaucoup sacrifié pour notre pays à cette époque-là. On a cherché un peu d'argent, on a payé la caution de 20 millions. Il était question qu'on nous donne aussi un peu d'argent pour la campagne. Ça n'a pas été fait. L'argent avait été décaissé, mais ça ne nous a pas été remis. Et je pense que ceux qui ont dirigé la CEI à cette époque et la primature à cette époque savent de quoi je parle. Notre argent est là-bas, là. Voilà, vous savez où ça est là. Pardonnez, appelez-nous et puis remettez-nous ce qui nous revient de droit. Parce qu'on a pris crédit, on s'est endetté, comme le font beaucoup de pays, pour gérer certaines affaires. Il faut rembourser, on rembourse comment? Donc ça c'est juste un rappel. Mais on a été déçus parce que il y a eu plus de 3000 morts. Honnêtement, si c'était pour participer à une élection présidentielle et puis découvrir plus tard qu'il y aurait de morts, on se serait certainement retiré. Mais c'est pour la paix qu'on l'a fait. Et jusque-là, les victimes n'ont pas été, je veux dire, dédommagées. Puisqu'il y a un camp qui a été jugé et les Ivoiriens et beaucoup de personnes aimeraient savoir réellement qui a fait quoi afin qu'on puisse tirer, n'est-ce pas, une conclusion sur ces incidents malheureux, ce dénouement très difficile que nous avons vécu en 2011. Ça a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, partout où passer, on parle d'élection. En fait, une élection, c'est une fête. On doit se réjouir, argument contre argument. N'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est comme si, c'est comme ça. Mais ce à quoi nous assistons, bon, moi, 10 jours avant, même 15 jours avant, je vais faire mes bagages avec ma famille. Soit on quitte le pays ou on ira vivre au village, comme si une élection était une peste, comme si une élection était plus grave même que la Covid. Hein? Mais pour beaucoup, cette élection de 2010, c'était quelque part le prolongement, on va dire, de la crise militaire qui a débuté en 2002. Et c'était la finalité, d'autant plus qu'on avait deux armées en face, et surtout que l'armée, les FAFN n'étaient pas, les forces nouvelles n'étaient pas des armées. Vous qui étiez un acteur clé à cette époque-là, quelle lecture vous avez de cette atmosphère qui prévalait en ce temps? Nous étions dans le jeu démocratique. Ça, il faut que je vous dise la vérité. Moi, par exemple, j'étais dans le jeu démocratique. Mais c'est après, on découvre qu'il y avait un enjeu politique à cette époque en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et c'est ce qu'on a fini par constater. L'enjeu était trop. Et à un moment donné, on ne maîtrisait plus rien. Il aurait fallu simplement qu'on demande à tout un chacun, peut-être, de désarmer. Bon, ça n'a pas été fait. Mais est-ce qu'on était obligé même de faire un deuxième tour sans prendre toutes les précautions? On aurait pu annuler même les résultats même du deuxième tour et puis reprendre les élections en se rassurant avec la communauté nationale et internationale que toutes les parties ont désarmé et qu'on pouvait aller voter et rentrer chez soi sans problème. Mais ça n'a pas été fait. Les uns ont eu confiance aux autres. Et puis bon, comme on dit, tout est gâté, tout est mélangé, et il faut en tirer les conclusions. Vous pensez que le président Laurent Gbagbo, il a été naïf quelque part? Bon, là, honnêtement, dit qu'il a été naïf ou pas, c'est comme si je jugeais son émotion. Mais bon, comme on le dit chez nous, dans le Bakaï, dans le maquis, mon frère, il ne faut pas te mentir. Là, je peux donner l'expression, il a été trop démocrate. Il a été trop démocrate, selon vous. Il a trop compris la démocratie, il a trop défini la démocratie. Vraiment, c'est ça, quoi, voilà. Mais est-ce que c'est un défaut quelque part, le fait d'avoir été démocrate? Parce non, que c'est un peu aussi l'aboutissement de son combat. Depuis toutes ces années, il a toujours voulu un pays démocratique, un pays où il y a l'expression plurielle, un pays où on a des conditions vraiment assez apaisées pour aller aux élections. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir eu ces acquis démocratiques? Sincèrement, il a le mérite d'être félicité parce que il avait à cette époque dans son gouvernement presque des membres de tous les partis politiques de l'opposition. Pratiquement, il était seul avec juste quelques ministres, mais tous ceux qui étaient en face étaient des représentants de ses adversaires. Mais il a tenu quand même à aller aux élections avec eux, faire le dialogue politique, c'est-à-dire à chaque fois que les gars avaient des revendications, ils s'asseyaient et ils se parlaient, ils se rencontraient. Moi, j'ai vu des images où le président Gbagbo rencontrait le président Ouattara à cette époque, le président Bédié, paix à son âme, ils se rencontraient, ils se parlaient. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que la Côte d'Ivoire bascule dans une crise intenable? Jusqu'à présent, je me pose la question. Et ce dialogue dont vous avez parlé aujourd'hui, il est réclamé par l'opposition. Malheureusement, le pouvoir en place ne semble pas entendre les choses de cette oreille. Vous qui êtes un acteur, je l'ai dit encore une fois de plus, un acteur clé de la scène politique ivoirienne, quelque part, lorsque vous voyez tout ça, c'est quoi l'issue? Bon, moi, je ne veux pas je veux imaginer l'issue, mais je pense qu'il y a l'adage qui dit que le bon sommeil se reconnaît par la manière de somnoler. Alors, je le dis parce que on a tous souhaité un rassemblement pour un dialogue entre frères. Et paix à son âme, le professeur Francis Vaudier, de tout son vœu, voilà, avait émis l'idée d'organiser une concertation nationale. À chaque fois, il le disait, et quand moi j'écoutais, il dit, ah, il a raison.
il faut que les Ivoiriens se parlent. Il faut que les Ivoiriens sachent réellement qu'est-ce qu'ils veulent. Sinon, on va toujours basculer dans des violences à l'approche des élections et ce n'est pas bon. Moi, par exemple, je vais dire que j'en ai un gros sur le cœur. Honnêtement, j'ai été candidat aux élections, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vécu. Chez moi, a été pillé, comme beaucoup d'Ivoiriens. Mes véhicules ont été emportés. Chez moi, a été, comme on dit, vidé, quoi, tu vois. Mais on s'est dit quoi? Que c'est l'homme qui achète le bien, c'est pas le bien qui achète l'homme. On a accepté, on a toléré, on a pardonné. Nous aussi, c'est tellement qu'on a tenu des propos qui ont vexé certaines personnes, qui nous ont pardonné. Mais je dis qu'on n'aimerait pas tomber dedans. Mais pour ne pas le faire, il faut que les acteurs clés, comme nous à l'époque, qu'on s'asseye et que chacun dise réellement ce qu'il a vécu et ce qu'il attend de la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que ça allait désamorcer un peu, je vais dire, bon, je dis pas une bombe, c'est trop dit. Ça allait désamorcer un peu ces émotions que nous vivons actuellement. Faut pas qu'on le cache. Chers frères, il y a un parti qui était dans l'opposition, qui veut revenir au pouvoir. Parce que 15 ans dans l'opposition, c'est pas facile, hein. Ça, il faut le dire. Maintenant, un parti qui est au pouvoir depuis 15 ans. Mais attends, le parti est installé dans le confort. Le gars, il a ses 3 repas par jour. Il voyage comme il peut. Bon, il a l'instrument même politique pour faire ce qu'il veut dans sa région. Il est pareil partout. Et puis un matin, on va lui dire, tout ça là, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez un peu l'enjeu. Donc, personne ne veut faire de concessions, personne ne veut tolérer. Mais la seule façon, n'est-ce pas, de s'entendre, de se comprendre, c'est d'organiser ce dialogue-là. Asseyons-nous et discutons. Peut-être que ça peut sauver la situation. Sinon, Non, si on veut aller aux élections dans cette ambiance-là, sincèrement, on risque de ne pas terminer le morceau. Bah, selon vous, justement, ces approches que vous avez avancées tout à l'heure, est-ce que ces approches devraient donner prétexte à prendre un pays en otage par un pouvoir qui devrait être là pendant 15 ans? Ah bon, frère, vraiment, là, tu as parlé, comme on dit, tu as parlé français. Voilà, non mais écoutez, je crois que si pendant 15 ans, le régime RHDP est au pouvoir, c'est pas parce qu'ils ont brigandé le pouvoir ou bien ils ont pris le pouvoir en otage, non. Nous sommes en démocratie, c'est l'expression démocratique. Le président Ouattara a fait un premier mandat de 5 ans. Après, il a été réélu pour un deuxième mandat. Ils ont changé la constitution. Et aujourd'hui, on parle du premier mandat de la 3e République. Bon, c'est ce que nous, on appelle en français facile, 3e mandat. Et là, il est déclaré candidat pour, n'est-ce pas, un deuxième mandat de la 3e République, pour ne pas dire 4e mandat, dont l'opposition est en train de dire non, attention, ça suffit trop, c'est trop. Bon, c'est dans les unes que ça va se décider. Donc, moi, ayant entendu tout ça, j'ai dit, mais pourquoi nous, les êtres humains, nous aimons nous fatiguer? Quand ils ont révisé la Constitution en 2016, il aurait fallu tout simplement dire la limite d'âge, 75 ans. On laisse ça comme ça. Et puis, concernant le nombre de mandats, il fallait écrire en français simple. Un français que celui qui est à Korogo, celui qui est à Bonois, celui qui est à San Pedro, celui qui est à Bengoro, celui qui est quelque part à Toumoudi, celui qui est peut-être résident en Côte d'Ivoire, qu'il est à l'école ou pas, puisse comprendre. On devait préciser, même mort, avec des funérailles grandioses qui ont été organisées, et ressusciter après des prières et des jeûnes secs. Tu ne peux pas être candidat à une élection présidentielle après avoir fait 2 mandats. On allait éviter, après le premier mandat de la 3e République, le président Ouattara fait un 4e mandat, Gbagbo veut revenir parce que la Constitution aurait réglé tout ça. Bah, je ne vais pas reprendre un peu. Mais ça n'a pas été fait, on est obligé encore de venir taper tam-tam, danser au rythme que chacun veut. Vraiment, c'est compliqué. Je ne vais pas répondre textuellement, mais vous avez dû voir la démonstration assez magistrale de Dr Derou Simi sur le plateau de NCI qui disait, même le rapporteur, celui qui était le représentant du président de la République par rapport à cette Constitution, disait, qui était le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a dit le président de la République ne pourra pas briguer un autre mandat. Le ministre Sissé Bakongo a renchéri, il a abondé dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve Non, je vais t'aider. Le ministre même de la Justice était devant les députés de l'Assemblée nationale qui a dit techniquement, je peux vous démontrer qu'il ne peut pas faire un autre mandat. Ça, on a entendu. Et on s'est dit, bon, effectivement, le président de la République proposera quelqu'un d'autre. Et c'est quand est survenu, paix à son âme, le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que le président est revenu pour dire que c'est vrai, j'ai dit que je ne me représentais plus, mais celui que j'ai choisi, celui que j'ai préparé, malheureusement vient de nous quitter. Et c'est parce que la Constitution me permet de faire un premier mandat de 3e République. Et nous, tout de suite, on s'est posé la question de savoir, mais toutes ces personnes qui sont passées sur des plateaux d'émissions que nous respectons, qui sont des grands juristes, on fait comment maintenant? Mais ce sont ces mêmes juristes qui sont venus s'asseoir sur des plateaux d'émission pour dire que le président de la République est le garant de la souveraineté. Il connaît mieux la Constitution que eux-mêmes qui l'ont conçue. Monsieur Guillaume, moi qui suis le président de Dromika, qui respecte les textes de mon parti, moi dans mon parti, il n'y a pas de vice-président.
Parce que je suis le seul. En cas de vacances du pouvoir, c'est ma femme qui gère. Et puis après, je reviens, je prends mon parti. Ça, c'est pour faire une petite digression. Pour dire que c'est pas une question de mauvaise foi. Non, ça, si je le dis, c'est comme si je leur manque de respect. Mais c'est ce qu'on appelle la comédie politique. Ça, c'est la comédie politique. Comme le titre de mon premier spectacle en 2010, où